Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'histoire. Dans cette émission, je vais vous parler d'Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien qui dirige l'Égypte de manière extrêmement autoritaire, militaire. Alors évidemment, on parle beaucoup de ses procès illégaux, on parle beaucoup de ses tortures. D'ailleurs, de nombreuses ONG internationales et d'ailleurs occidentales l'accusent de violer le droit de l'homme. Alors, une région compliquée, Abdel Fattah al-Sisi qui a aussi un rôle de pacificateur dans le conflit israélo-palestinien. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord le portrait de cet homme. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi est né le 19 novembre 1954 en Égypte, à Gamaleya, un quartier du Vieux-Caire, un entrelac de rues et de mausolées de saints. Il est l'un des 3 garçons d'une fratrie de 8 enfants. Ses parents sont de petits commerçants caïrotes. Après avoir fait ses classes au lycée militaire, il entre en 1973 à l'académie militaire et choisit à sa sortie l'infanterie mécanisée. Il bénéficie par la suite d'une formation anglo-saxonne réservée aux éléments les plus prometteurs. En 2006, il rédige un mémoire intitulé « La démocratie au Moyen-Orient, aux États-Unis ». Il commence sa carrière militaire dans l'infanterie, devient attaché militaire à l'ambassade d'Égypte en Arabie Saoudite, puis commandant en chef de la zone nord d'Alexandrie. Compétent et loyal envers le régime égyptien, le président Hosni Moubarak le nomme directeur des services de renseignement militaire en juin 2011. L'année suivante, Mohamed Morsi remporte l'élection présidentielle avec sa formation politique issue des Frères musulmans. Al-Sisi est nommé ministre de la Défense. C'est alors qu'Al-Sisi organise le coup d'État militaire du 3 juillet 2013 contre le président islamiste Mohamed Morsi. Promu vice-premier ministre, Al-Sisi abroge la constitution égyptienne de 2012, élaborée par les partisans du président déchu. Le 26 juillet 2013, l'armée annonce la détention préventive de Mohamed Morsi en raison de son implication présumée dans des attaques contre la police imputées au Hamas. Conjointement, Al-Sisi mène une dure répression contre les frères musulmans pendant laquelle plus de 1600 membres ou sympathisants sont tués. La Turquie et le Qatar condamnent. Le 27 janvier 2014, le général Abdel Fattah al-Sisi est promu maréchal de l'armée égyptienne. Il quitte ses fonctions gouvernementales le 26 mars 2014 et se présente à l'élection présidentielle du 28 mai de la même année. Avec plus de 96% des suffrages, et bien que l'issue de ce scrutin soit contestée, al-Sisi devient le 6e président de la République arabe d'Égypte. L'armée retrouve pleinement le pouvoir politique ôté à l'issue de la révolution égyptienne de 2011. Al-Sisi est globalement présenté comme un dictateur par les analystes mais aussi par ses opposants. Il est comparé à de précédents chefs de l'État égyptien, eux-mêmes issus de l'armée. Durant sa présidence, il fait également l'objet d'un culte de la personnalité. Abdel Fattah el-Sisi déclare notamment en 2016 dans un de ses discours: pendant 10 ans, j'ai vécu avec de l'eau et du pain dans mon frigidaire. Je suis de chez vous, je comprends la douleur du peuple égyptien, je vous comprends. Abdel Fattah al-Sisi est marié et père de 3 garçons et une fille. Réputé pieux, il connaît le Coran par cœur et parsème ses discours de citations islamiques. Il lance même une campagne pour rénover le discours religieux dans le but de combattre militairement mais aussi culturellement la montée du terrorisme islamiste. Al-Sisi conduit également de nombreuses réformes économiques destinées à supprimer les reliquats de l'héritage nassériste en matière d'État-providence. Il est réélu en 2018 avec plus de 97% des voix. Et je me trouve en plein cœur de Paris, à la rue du Colisée, avec vous, Jean Corcos. Bonjour, merci à vous de nous accorder cette interview. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Ensemble, nous allons parler d'Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Alors, qui est cet homme? Est-ce un dictateur ou bien un pacificateur? Alors, historiquement, on peut dire que ça a été un pacificateur, puisque, effectivement, il a pris le pouvoir après une période très trouble en Égypte. Pour rappeler la séquence, à partir de janvier 2011, des émeutes qui vont abattre le régime de Moubarak, beaucoup de troubles, beaucoup de violence, prise de pouvoir par les frères musulmans, élection de justesse du président Morsi, et puis après, très vite, impasse économique, impasse financière, très grand mécontentement, des manifestations immenses, plusieurs millions de personnes, qui font que, par rapport à cette situation de risque de guerre civile, eh bien,
lui et l'armée derrière lui ont pris le pouvoir à partir de l'été 2013. Alors Morsi déchu, est-ce qu'on peut dire finalement que Al-Sisi c'était l'homme providentiel? Oui, à ce moment-là, c'est exact. Et pour finir de répondre à votre première question, dictateur, il l'est quand même aujourd'hui, puisqu'il vient d'être élu avec un score de 97%, qui rappelle ce qu'on trouve souvent dans le monde arabe. Ce 2 avril 2018, ils étaient des centaines à s'être rassemblés ici, en plein cœur du Caire, pour célébrer la réélection d'Abdel Fattah al-Sisi. Je suis venu ici partager ma joie pour l'Égypte. Mon espoir est que notre pays devienne le meilleur pays du monde. Je souhaite dire au président que pour son nouveau mandat, je veux un niveau de vie adéquat, de la sécurité, de l'éducation et un niveau de vie décent pour tout le monde. Sans surprise, le président égyptien a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, avec 97,08% des voix selon les résultats officiels. Mais tout l'enjeu pour Abdel Fattah al-Sisi, c'était le taux de participation, avec l'objectif d'égaler celui du scrutin de 2014 qui avoisinait les 47%. Selon l'autorité nationale des élections, le taux de participation était proche de 42%. Le chef d'État fraîchement réélu salue malgré tout une mobilisation impressionnante. Et pour son nouveau mandat, il s'est fixé plusieurs objectifs. Je suis déterminé à parvenir au développement, à la stabilité et à apporter la qualité de vie nécessaire pour le peuple. Je m'engage à travailler pour tous les Égyptiens sans discrimination de quelque nature. Ceux qui ont renouvelé leur confiance en moi et m'ont donné leur vote ne sont pas différents que ceux qui ont fait l'inverse. Voir une amélioration de la qualité de vie, c'est justement ce que réclame le peuple. En Égypte, 40% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Je suis content que le président Sisi ait gagné, que Dieu puisse garder l'Égypte en sécurité. Longue vie à l'Égypte. Mais j'espère qu'il prendra soin des pauvres gens comme moi par exemple. Je suis un employé mais tous les salaires sont bas et les prix élevés. Tout est cher. Le président américain Donald Trump s'est félicité de la victoire d'Al-Sisi. Les deux présidents sont alliés dans la région. Washington s'est dit impatient de continuer son partenariat stratégique avec le Caire. Alors il y a un discours qui est très militaire, Al-Sisi. Qu'est-ce qui a plu finalement à la population égyptienne? Il y a quand même la menace du Daesh, avec les attentats terribles qu'a commis cette mouvance terroriste dans le Sinaï en particulier. Et donc effectivement, cela plaît à une grande partie de la population. Donc on peut dire en gros que les milieux d'affaires soutiennent le régime. C'est une première chose. Mais il y a un autre élément aussi qui est intéressant, c'est que l'armée en Égypte n'est pas seulement un élément sécuritaire. L'armée a ses propres entreprises, a ses propres chaînes commerciales. Elle tient une partie des finances du pays. Donc voilà, on est dans cet état des lieux, une société libéralisée avec le poids de l'armée. Mais à votre avis, Jean Corcos, que cherche-t-il Al-Sisi? Il cherche la paix ou bien il cherche le pouvoir? Si vous voulez, les deux sont quand même quelque part liés, c'est-à-dire que s'il n'a pas le pouvoir, il ne peut pas faire grand-chose. Il pense, lui, militaire de carrière, parce qu'il faut quand même rappeler que au moment de la chute de Moubarak, c'est le responsable des renseignements, il n'a jamais fait de politique. C'est fondamentalement un militaire et qui pense que pour retrouver la paix civile, la sécurité, il n'y a que des moyens sécuritaires. Alors cela est critiqué aussi par d'autres personnes qui pensent au contraire que moins il y a de liberté et plus la société civile sera fragile. Alors c'est un maréchal à la retraite et il y a de nombreux Égyptiens qui disent que finalement c'est lui qui a sauvé l'Égypte des frères musulmans. Jean Corcos, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les frères musulmans sont une puissance, une hydre, si on peut dire, dans la société égyptienne très ancienne, puisqu'il faut rappeler que cette mouvance est née en Égypte dans les années 1920, avec que des Égyptiens au départ, dont le fondateur Hassan el-Banna, et qui a vraiment pénétré la société, pénétré en profondeur. La théorie de Hassan el-Banna, c'est que, d'abord, vous savez, l'objectif, c'est le Coran et notre constitution, et l'objectif, c'est le califat mondial, et l'islamisation, on commence par islamiser les individus, puis la famille autour d'eux, puis l'ensemble de la société. Autant vous dire que même si politiquement ils ont perdu,
la société elle a été réislamisée quand même en profondeur. Ils ont eu une très forte influence. On vient de le voir, une population qui est donc divisée sur Sisi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la télé lui donne 100% raison. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Korkos, qu'il a une mainmise sur la presse? Alors, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, bon, parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire que ce soit en termes d'échelle de liberté. Vous savez, il y a des classements, je ne connais pas par cœur le score de l'Égypte. Enfin, c'est très mal classé au point de vue de la liberté de la presse. Par contre, vous savez qu'il y a aussi des télés privées. Et ce qu'on entend ou ce qu'on voit est souvent assez peu sympathique. Je pense par exemple à des productions antisémites, antisionistes radicales, complotistes. Ça continue, même si ce n'est pas des médias d'État. Homme religieux et traditionnaliste, Abdel Fattah al-Sisi considère l'extrémisme musulman comme le plus grand danger menaçant sa religion. Il s'est donc donné pour mission de débarrasser l'islam des islamistes. Personnage rancunier, il est désireux de s'attaquer aux problèmes de fond qui frappent son pays. Mais il est aussi autoritaire. Dirigeant l'Égypte d'une main de fer, il réduit au silence ses opposants. Selon Amnesty International, de juillet 2014 à avril 2016, sous le régime du maréchal al-Sisi, 40 000 personnes ont été arrêtées ou poursuivies pour des raisons politiques. 700 ont été placées en détention sans procès depuis plus de 2 ans et plus de 500 disparitions ont été recensées depuis mars 2015. 538 condamnations à mort ont par ailleurs été prononcées en 2015 et 1400 manifestants ont été tués entre août 2013 et janvier 2014. L'ONG note également un recours généralisé à la torture en détention. Alors on vient de le voir, al-Sisi c'est donc l'homme fort d'Égypte, mais peut-on dire aussi également qu'al-Sisi c'est un homme qui ne respecte pas les droits de l'homme? Écoutez, il y a eu des vagues massives d'arrestations. Donc on peut dire qu'au départ ces arrestations étaient liées à la peur du retour des frères musulmans. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, il est clair que ça n'a pas dû viser que des frères musulmans. Je pense qu'il y a eu également des démocrates, des militants des droits de l'homme et autres qui ont été mis en prison, oui c'est clair. On va parler de l'Égypte et de sa région. Est-ce qu'on peut dire, Jean Korkos, qu'al-Sisi finalement a rétabli la sécurité entre l'Égypte et Israël? L'Égypte, depuis le traité de paix, ne menaçait pas en fait Israël. Simplement, il se trouve que le Sinaï a été le théâtre, encore une fois, d'une implantation du Daesh. Et c'est suite à des attentats particulièrement meurtriers que Israël a accepté finalement une contravention au traité de paix. C'est-à-dire que l'armée égyptienne ne devait pas en fait rentrer dans le Sinaï. On a eu de plus en plus de troupes qui sont rentrées. Est-ce que la sécurité est totale ? Vous savez qu'il y a eu de temps en temps des bombardements sur Eilat en particulier. Des armes et puis des armes qui sont passées. Absolument. Donc ça c'est la première chose en ce qui concerne le volet, je dirais, de la frontière hors Gaza. Sur Gaza, je crois que vos téléspectateurs connaissent bien malheureusement trop bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire des décennies où Moubarak a laissé finalement passer un armement massif vers l'enclave palestinienne et ensuite donc, qui est devenue le bastion du Hamas. Et bon, al-Sisi a détruit une grande partie des tunnels. Ça, c'est une bonne chose, mais est-ce que tout a été détruit? Est-ce qu'il n'y a pas de contrebande? Certainement pas. On va maintenant parler des Coptes, avec les attaques contre cette communauté copte qui sont extrêmement rapprochées. Elles sont nombreuses, les Coptes qui vivent dans la peur, surtout dans le Sinaï. Les familles coptes endeuillées enterrent leurs morts. Au moins 28 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées en Égypte dans une nouvelle attaque visant la communauté chrétienne. Une action revendiquée par la branche égyptienne de l'État islamique. Ce groupe mène depuis plusieurs mois une campagne contre la minorité copte et a promis de multiplier les attaques contre cette communauté chrétienne. Les familles des victimes sont accablées. Qu'est-ce que nous leur avons fait? Nous travaillons, vivons, prions dans nos églises et c'est tout. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'ils nous tuent? Pourquoi? Le gouvernement égyptien a répondu en frappant des cibles djihadistes en Libye voisine. D'après la télévision d'État, ce sont des camps d'entraînement djihadistes à Derna qui ont été visés. Des témoins sur place ont parlé de 4 frappes sur cette ville aux mains d'une milice proche d'Al-Qaïda. Lors d'une allocution à la télévision égyptienne, le président Abdel Fattah al-Sisi prévient: les pays qui soutiennent le terrorisme seront punis.
Ce que vous avez vu aujourd'hui ne restera pas impuni. Le camp d'entraînement de ces terroristes a été totalement détruit. L'Égypte n'hésitera pas à frapper les camps terroristes où qu'ils se trouvent. L'Égypte le dit clairement et franchement, car nous voulons protéger nos citoyens et préserver la sécurité nationale. Au Caire, le grand imam Ahmad Al-Tayeb a qualifié cet attentat d'inacceptable et affirmé qu'il visait à déstabiliser l'Égypte. Suite à cette attaque, Donald Trump a lui aussi réagi. Le sang des chrétiens doit cesser de couler, a indiqué le locataire de la Maison-Blanche. Son homologue russe Vladimir Poutine a également condamné cette attaque. Est-ce qu'on peut dire que les Coptes sont suffisamment bien protégés par le gouvernement d'Al-Sisi? Alors il y a eu je pense en particulier à deux preuves de solidarité. D'abord, la cathédrale copte du Caire a été visée par des attentats meurtriers. Il a assisté, il est rentré dans une cathédrale après ça, et c'était la première fois qu'un chef d'État égyptien le faisait. Et puis il y a eu l'horrible épisode de la vingtaine d'expatriés coptes en Libye, et qui dans une autre enclave du Daesh avait été pris. Vous savez, cette scène de décapitation en bord de mer qui était une horreur. Et à ce moment-là, il a eu une réaction symbolique, c'est-à-dire que son aviation est allée bombarder ces zones du Daesh dans l'est de la Libye. Et puis voilà. Mais ceci dit, ça reste quand même une minorité traitée d'une façon inégalitaire par rapport au reste du pays. Pour construire des églises, ils ont besoin d'autorisation, des voisins musulmans font des pressions autour d'eux, beaucoup cachent leur religion. Voilà, c'est un peu l'état des lieux. Alors, Monsieur Korkos, peut-on dire qu'Al-Sisi a la folie des grandeurs? Alors, il vient de construire, en tous les cas c'est en construction, une ville qui est 7 fois aussi grande que Paris. On l'appelle la Manhattan du Moyen-Orient. Il y a des effigies de lui partout au Caire. Il y a un timbre à son effigie. Est-ce que finalement c'est le culte de la personnalité? Peut-on parler d'une pathologie? Alors, je ne sais pas si on peut employer un terme aussi fort. Vous savez, d'une manière générale, le culte de la personnalité, c'est quelque chose d'assez fréquent dans le monde arabe. Un souvenir, par exemple, d'enfance, mon enfance tunisienne, on avait le portrait de Bourguiba partout sur les timbres-poste. Et si vous voulez, tout le monde trouvait ça complètement naturel. Et pourtant, on a gardé un bon souvenir de Bourguiba. Donc je pense que on peut parler de pathologie, par exemple, pour Erdogan, avec son palais, avec plusieurs milliers de pièces qu'il a construit. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser ce qualificatif pour Al-Sisi. On va parler maintenant de l'Égypte et de ses relations avec la France, des bonnes relations, une collaboration économique importante. La France qui a vendu des Rafales et des Mistral à l'Égypte. C'est vrai que la France, qui est très très sourcilleuse des droits de l'homme, dans certains cas, les critiques virulentes du président Macron suite au fameux lundi 14 mai où il y a eu les 60 victimes palestiniennes. Alors, vous savez, quand l'armée égyptienne bombarde le Sinaï, les victimes civiles collatérales, il y en a certainement 10 fois plus, mais on n'en parle pas. Cette Égypte d'Al-Sisi, finalement, c'est quoi? C'est le pays le plus important du monde arabe. D'ailleurs, selon Al-Sisi, l'avenir du monde se joue en Égypte, comme si finalement il était devenu, lui, le dernier rempart contre le djihadisme. Je crois que ce n'est pas le seul. Vous savez, aujourd'hui, finalement, on a vécu des décennies où il y a eu des mouvances islamistes qui n'attaquaient pas de front les Occidentaux. Et puis ça a changé avec le 11 septembre, avec Al-Qaïda et avec l'État islamique. De ce fait, c'est vrai que des chefs d'État arabes se présentent tous comme étant des remparts. Même l'Arabie saoudite, dont l'idéologie a inspiré en partie le djihadisme, aujourd'hui, avec le nouveau prince MBS, Mohammed bin Salman, il présente un tout à fait autre discours et il dit « moi aussi, je suis un rempart ». Mais comment Al-Sisi assoit-il sa légitimité et surtout comment assoit-il et poursuit-il son pouvoir? Je pense que vous posez une question de fond, c'est-à-dire que là aussi, nous Occidentaux,
on a une attitude ambiguë. D'un côté, on défend les droits de l'homme, mais on se tait lorsque c'est des dictatures arabes qui nous avantagent. On accepte bien le discours des dictateurs qui sont en rempart contre l'islamisme, mais en même temps, les dictateurs provoquent des mécontentements. Voyons l'exemple de la Tunisie, par exemple, où Ben Ali, qui était très bien vu, qui était adulé, eh bien, en même temps, il a laissé la Tunisie dans un état tel qu'il y a eu la révolution et que là aussi, les frères musulmans ont eu le pouvoir pendant un moment et ils l'ont déjà encore maintenant un petit peu. Alors une région compliquée, on l'a dit, avec l'Arabie Saoudite qui a soutenu Al-Sisi et la Turquie et le Qatar qui avaient soutenu Morsi à l'époque de sa première élection. Ça indique quand même un certain état d'esprit. Quand il y a eu les premières élections législatives libres en Égypte, il y a eu le parti des frères musulmans, effectivement, qui a eu une majorité relative, mais il y avait un autre parti qui a été complètement zappé, d'ailleurs, par les médias occidentaux, qui s'appelle le parti Al-Nour. Le parti Al-Nour, c'était les salafistes. D'ailleurs, on les distingue des frères musulmans. Vous savez, les salafistes ont des barbes hirsutes, des tenues vraiment très folkloriques, alors que les frères musulmans ont des barbes bien taillées, ils sont souvent habillés à l'occidental. Mais il y a une divergence de fond, c'est-à-dire que les salafistes sont d'abord ultra rigoristes et ultra quiétistes, et moins politiques finalement. Et l'Arabie Saoudite ne soutenait pas les frères musulmans. L'Arabie Saoudite a eu une relation ambiguë vis-à-vis des frères musulmans. Il faut rappeler que Nasser les avait virés, que beaucoup sont allés en Arabie, qu'à ce moment-là, il y avait un front commun, d'ailleurs, de l'Arabie, des frères musulmans et des Occidentaux qui les ont soutenus, jusqu'au moment où les frères musulmans, avec leur projet de califat mondial, les ont inquiétés. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une rupture. Et en fait, l'épisode égyptien marque le moment de la rupture. Et vous avez raison d'avoir cité la Turquie et le Qatar qui est devenu la base arrière des frères musulmans. Et donc, en fait, l'Arabie, au contraire, a soutenu le coup d'État et elle a fourni à ce moment-là une aide économique très forte à l'Égypte, qui était dans une situation de détresse complète. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, il y a des intérêts divergents. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de sécurité rétablie? Parce que le Sinaï, c'est quand même le grand fief des groupes djihadistes. On se rappelle de l'attaque de cet avion russe qui avait fait 224 morts, c'était en octobre 2015. Les équipements de recherche ont été déplacés, ce n'est un secret pour personne. Nous avons un sous-marin qui peut atteindre 3000 mètres de profondeur. Il va se rendre sur le site du crash de l'avion, car nous travaillons dur pour récupérer les boîtes noires qui comprennent les données et enregistrements de l'appareil et qui nous aideront dans une large mesure à connaître les raisons de cet incident. Il est très important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de scénario que nous pouvons confirmer. Je voudrais profiter de cette occasion avec vous tous ici pour appeler à la fois aux médias égyptiens et étrangers qu'aucune piste n'est écartée. Alors s'il vous plaît, c'est primordial de ne pas tirer de conclusions hâtives. Finalement, l'arme contre le terrorisme menée par l'armée, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec? C'est ce que beaucoup d'observateurs disent. Sur le Sinaï, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement? C'est une province qui a été négligée par le pouvoir égyptien. Peut-être les gens l'ont oublié, mais lorsque les troupes israéliennes sont rentrées en 67, ils ont été plutôt bien accueillis. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ça a été une période finalement qui a été assez longue, qui a duré une quinzaine d'années. Pratiquement les troupes israéliennes n'ont eu aucune opposition sur place. C'est étonnant. Mais cette population négligée a été, effectivement, elle est tombée comme un fruit mûr entre les mains donc des groupes djihadistes et qui ont gâché en fait ce qui avait quand même été une des réussites de l'ère Moubarak, c'est-à-dire l'exploitation touristique. Il faut quand même se rappeler que Sharm el-Sheikh était un centre international de villégiature et qui a été complètement bousillé à force d'attentats. Voici comment l'Égypte compte bien enrayer la menace terroriste dans la péninsule du Sinaï. Ces images d'avions qui bombardent des cibles terroristes ont été diffusées par l'armée de l'air égyptienne. Le Sinaï est un des bastions principaux de l'État islamique et la zone la plus problématique pour le président Abdel Fattah al-Sisi. C'est juste avant les élections que le président égyptien a lancé une offensive militaire d'envergure contre les islamistes. Depuis la révolution égyptienne de 2011, la sécurité s'est détériorée et a même empiré au terme des 4 années du premier mandat d'al-Sisi.
En 2014, une attaque suicide avait provoqué la mort de 33 soldats. Al-Sisi avait alors placé la péninsule en état d'urgence. Mais les actes terroristes n'ont pas cessé d'augmenter. La majorité des attaques visent avant tout les forces de sécurité et les chrétiens coptes, comme ce fut le cas lors de l'attaque de l'église Palm Sunday, où 45 personnes avaient trouvé la mort. Ou encore, lors d'un des attentats les plus meurtriers à la bombe et à l'arme automatique, où 305 personnes ont perdu la vie en novembre 2017 au nord de l'Égypte. Mais l'Égypte ne compte pas perdre la guerre contre le terrorisme. Selon un responsable de l'armée, un grand nombre de suspects et de combattants terroristes ont été tués et des centaines d'autres arrêtés et en détention. On souhaite un futur heureux. Je crois que d'une manière générale, vous savez, quand on dit qu'on s'intéresse au monde arabe, je veux dire, oui, bien sûr, je m'intéresse au monde arabe, mais je m'intéresse aussi, et j'allais dire beaucoup, à Israël. Et plus on a un monde arabe pacifié autour d'Israël, et mieux Israël se portera. Donc voilà ce qu'on peut souhaiter à l'Égypte. Bon, ceci dit, le Moyen-Orient est compliqué. Au Moyen-Orient, tous les vieux adages ne fonctionnent pas. Par exemple, l'ami d'un ennemi n'est pas forcément votre ennemi. L'ennemi d'un ennemi n'est pas forcément un ami. Mais on n'a pas le temps d'en discuter, on pourrait revenir dans une autre émission. Mais voilà un peu la situation et il faut vraiment avoir cette complexité en ligne de mire quand on en parle. Et maintenant que le président Al-Sisi est réélu pour un second mandat de 4 ans, de nombreux dossiers l'attendent, notamment diminuer le chômage et améliorer les conditions de vie des Égyptiens. 41% des moins de 35 ans sont au chômage, soit le taux le plus élevé de la planète, et 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Absorber les 2 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail fait partie des défis du prochain mandat offert au maréchal Al-Sisi. Pour y parvenir, le président égyptien compte sur l'aide généreuse de la Chine. Pékin serait prêt à injecter 20 milliards de dollars pour participer à la construction du centre administratif ultramoderne situé à l'est du Caire. Un soutien chinois qui s'ajoute à celui de l'Arabie saoudite. Les deux pays doivent mettre en place un fonds d'investissement commun de 10 milliards de dollars. Une somme qui devrait servir à la construction d'une mégalopole dans la péninsule du Sinaï. Une région théâtre de violents affrontements entre l'armée égyptienne et les hommes de l'État islamique. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec l'histoire.